ça, on a suivi tes conseils aussi. Je pense que l'essentiel et ce sur quoi moi je me suis concentré depuis quelques mois, c'est que notre discours il soit cohérent, quel que soit le format. Ce qui marche plutôt bien, c'est le discours dit par la presse, parce que ça donne une légitimité. Et effectivement, on a commencé à faire des formats où moi je prends la parole. Nous, on a beaucoup de points de contact et on en a fait un peu aussi une force, entre guillemets, c'est que il y a l'avant, donc avant que tu commandes, et l'après, où notre but c'est de montrer qu'on est archi disponible, qu'on veille sur ton défibrillateur, qu'on est présent s'il y a un problème, et on est extrêmement réactif dans le SAV. On a, je crois, 4,9 sur 5 en note de satisfaction client. Bon, bah, salut Johan et bienvenue dans le rendez-vous marketing. Trop content de t'avoir. Tu fais partie des fidèles auditeurs du podcast. Et aussi, LifeEase est déjà passé sur le podcast, mais par l'intermédiaire d'Arthur, qui était votre Head of Growth. Donc là, je te réinvite aujourd'hui parce que j'en ai discuté un peu avec toi. Parce que l'épisode qu'on a fait avec Arthur, il date d'il y a quand même 2 ans et demi, 3 ans. Depuis, vous avez quand même pas mal évolué et toi, tu as repris le sujet du growth chez LifeEase. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à l'audience et nous parler un peu de LifeEase avant que je te pose plusieurs questions sur votre développement? Ouais, bien sûr. Donc, déjà, salut Danilo. Donc, moi, c'est Johan. Je suis un des cofondateurs de LifeEase. Je suis notamment CEO. J'ai monté LifeEase il y a à peu près 8 ans avec plusieurs associés. On est 4 associés. Le but de LifeEase est assez simple. C'est de permettre à tous les citoyens, à toutes les entreprises et à des villes entières de sauver une vie, notamment en cas d'arrêt cardiaque. Et en fait, pour répondre à ça, on a développé notre propre défibrillateur, qui est un défibrillateur connecté fabriqué en France et qui a été pensé au départ pour le domicile des particuliers, ce qui est assez, on va dire, ce qui est une révolution dans le domaine du défibrillateur. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, en fait, il s'est avéré qu'on avait aussi de nombreuses entreprises ou lieux publics qui nous contactaient pour s'équiper. Et donc aujourd'hui, on équipe des milliers de particuliers et d'entreprises ou lieux publics. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez plus d'entreprises, de particuliers qui font appel à vous. Je présume que c'est plus des particuliers. Ouais, c'est à peu près moitié-moitié. C'est à peu près moitié-moitié. En gros, notre cœur de cible, c'est ce que nous, on appelle le mass market. Donc, c'est les particuliers et toutes les petites entreprises qui vont s'équiper pour se protéger, protéger leurs clients, protéger leurs employés. Et après, on en a moins, mais par contre, c'est des beaucoup plus gros comptes. On équipe aussi des grands comptes type tous les magasins H&M, C&A, Célio, des grandes villes comme Rouen, etc. D'accord. Mais si je ne me trompe pas, au départ, vous avez démarré par les entreprises quand vous Ouais. êtes lancé. En fait, on a créé la boîte il y a 8 ans avec pour mission de développer le premier défibrillateur pour les particuliers. Pour une raison en fait simple, c'est que sur les 50 000 arrêts cardiaques qu'il y a chaque année en France, 80% ont lieu au domicile et que il y a des défibrillateurs dans les lieux publics, même s'il n'y en a pas assez, mais pour le domicile des particuliers, il n'y a rien qui est fait alors que c'est là qu'ont lieu l'immense Mhm. majorité des arrêts cardiaques. Donc Mhm. on a développé notre défibrillateur en pensant et en le faisant pour les particuliers et tous nos services aussi autour. Et par contre, en fait, le développement de notre défibrillateur, parce que c'est un dispositif médical, c'est du hardware et tout ça, ça a duré 5 ans. Et en fait, avant de sortir notre défibrillateur, on a commencé à commercialiser un autre défibrillateur. Et en fait, comme on va dire c'est ce qui existait en termes de modèle économique, on pouvait que tester sur les entreprises au départ. Donc effectivement, on a créé la boîte pour les particuliers, mais nos premiers clients ont été les entreprises. D'accord. Puis après, vous êtes lancé en D2C, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises, fin Exact, 2019. fin 2020, ouais. Fin 2020? Attends, c'est vrai qu'on s'est connus. Ouais, Nous, je je pense pense. que c'est en 2021 à mon avis. Je pense Oui, mars 2021. 2021. C'est en 2021. Donc, vous étiez lancé en 2020. Et donc là, finalement, vous avez fait un site e-commerce. Je pense que ça serait peut-être intéressant que tu nous parles peut-être du Clark, donc du défibrillateur, peut-être de comment il fonctionne, du prix, du produit en lui-même, pour que les gens comprennent que finalement, il y avait quand même un enjeu de le vendre en ligne, parce que c'est pas comme si tu achetais un vêtement. Oui, bien sûr. Alors déjà, je l'ai pas dit, mais notre but, c'est donc de sauver des vies. Aujourd'hui, une de nos fiertés aussi, c'est ça. On a 45 vies qui ont déjà pu être sauvées, d'une petite fille de 3 ans à une femme de 83 ans, vraiment des personnes de tout âge. Donc ça, c'est assez incroyable et tous les mois, on a des nouvelles interventions, des nouvelles vies sauvées. Et donc pour revenir sur le produit, le défibrillateur, attends, je vais te le remontrer si tu l'as pas en tête. C'est ça. Donc il s'appelle Clark. C'est un défiateur qui est hyper simple à utiliser, qui est plutôt petit, léger. Tu vois, moi je l'ai dans mon sac à dos, il fait un peu plus d'1 kilo. Et en fait, il a été pensé pour être extrêmement simple. Alors les défibrillateurs de manière générale sont simples.
ils te guident vocalement, ils sont automatiques et tout ça, mais on a tout fait dans le produit pour qu'il soit simple sur l'utilisation, mais aussi sur la maintenance. Le défateur, il est connecté, ce qui fait qu'il fait des autotests techniques quotidiens et qu'il nous envoie des rapports et que nous, en fait, chez Lifeease, on veille sur l'état de 100% de nos défibrillateurs. Et ça, pareil, c'était un des problèmes dans les défibrillateurs dans les lieux publics. Donc on l'a poussé assez loin. Il y a d'autres innovations qui le rendent très simple. Il y a un mode adulte, mode enfant, il est bilingue. On peut savoir si tu as bien changé les électrodes ou pas. On peut le mettre à jour à distance, un peu comme un iPhone pour le faire évoluer. Et donc tu vois, on a lancé notre défiateur il y a 3 ans et depuis on a fait une dizaine de mises à jour, soit pour corriger des problèmes qu'on détecte sur le terrain, soit pour le faire évoluer. On a ajouté par exemple la mesure de la température pour savoir si tu le conservais au bon endroit, parce que ça peut avoir un impact sur ta batterie, la géolocalisation, l'alerte en cas d'utilisation, voilà, d'autres petites choses comme ça. Tu as beaucoup de fonctionnalités. Beaucoup de fonctionnalités. Exactement. Et il vient toujours avec donc des services de suivi et de maintenance et avec une application qu'on a développée aussi qui permet non seulement de suivre ton défibrillateur mais aussi de te former aux gestes qui sauvent. C'est l'application Lifeease qu'on a développée avec les pompiers de Paris pendant 3 ans et il y a une centaine de petits jeux pour apprendre à réagir face à n'importe quelle situation d'urgence, un arrêt cardiaque, un étouffement, une brûlure, etc., etc. Impressionnant. Et au niveau du pricing, comment ça marche? En fait, tu as le choix entre l'achat et la location. Aujourd'hui, pour un particulier, pour une petite boîte, tu peux l'acheter à 1 200 € TTC et avoir une maintenance à 60 € par an, ou tu peux le louer à 36 € par mois. Et on pousse D'accord. évidemment de plus en plus la location. C'est aussi l'offre la plus abordable et la plus populaire. Ok. Et ensuite, pour les grands groupes dont je te parlais un peu au tout début, ou les communes, on a une offre qui est un peu plus chère, mais qui a plus de services, parce qu'on permet de suivre un parc de défibrillateurs, on permet de suivre la formation des employés, etc., etc. D'accord. Comment tu fais ton acquisition du coup sur le B2C et B2B? Est-ce qu'elle est différente entre les particuliers et les entreprises au niveau des stratégies? Alors jusqu'à il y a peu de temps, je dirais jusqu'à il y a 6-9 mois, elle était exactement pareille. C'est-à-dire, le cœur de notre stratégie, ça a toujours été Meta, donc Facebook, Instagram, avec des ads pour faire connaître le produit, pour faire connaître le problème, pour éduquer, donc de l'acquisition et du remarketing. Et, on va dire, c'est pas un hasard, mais par hasard sur Meta, on n'arrive pas à cibler particulièrement parce qu'on fait du broad, donc des audiences larges. Bah, on a des particuliers, on a des entreprises qui arrivent. Juste, on le sait parce que ils n'ont pas les mêmes habitudes de consommation et notamment les particuliers vont commander en ligne ou juste nous poser quelques questions. Les entreprises, les très petites entreprises vont commander en ligne. Dès qu'elles sont un peu plus grosses, elles vont nous demander des devis, elles vont vouloir échanger avec un commercial et tout ça. Donc je disais ça jusqu'à récemment. Très peu de Google Ads. Et, Ok. et par contre, on a commencé à faire du LinkedIn Ads récemment. Et là, bah, pour le coup, on vise beaucoup plus les entreprises. Ok, je comprends. Donc le cœur de votre stratégie, c'est Meta Ads, donc je présume 80% du budget par là-dessus, quoi. Si je te Mm. résume, c'est souvent comme ça quand on me dit ouais, je suis Ouais, très ouais, c'est Meta. à peu près ça. Ok, Exactement. d'accord. Et donc le reste, ça va sur LinkedIn et un peu sur Google. SEO, vous faites un peu. Donc vous positionnez, enfin, le t'as dit qu'il y a quand même pas mal de problématiques sur les arrêts cardiaques que tu peux Ouais, adresser. on fait très peu. Très peu, mais ça fait partie des choses, justement, depuis que j'ai un peu repris en main, qu'on aimerait pousser. Mais on en est au tout début. Ok. Et si on revient sur le parcours d'achat, tu as dit que le particulier, il a tendance à directement commander sur le site. Est-ce que tu connais un peu la durée de ce parcours d'achat et les différentes étapes classiques qu'une personne va entreprendre avant d'acheter chez vous? Est-ce qu'il y a un parcours que vous avez déjà défini précisément? Alors ça peut être, on connaît pas exactement le parcours entre le moment où vraiment, on le touche pour la première fois et le moment où il commande. En fait, le parcours entre le moment où il entre en contact avec nous et il commande, il dure moins d'un mois Moins d'un mois. et parfois il dure, parfois c'est tu vois, on est déjà passé sur M6 à la télé et en 5 minutes, les gens ils avaient commandé. Donc voilà, tu vas être entre dans la journée et 1 mois. Par contre, ça, c'est à partir du moment où ils nous contactent vraiment, où ils nous ont laissé un mail, etc. On sait qu'il y a des gens qui voient nos ads petit à petit pendant parfois 3-6 mois avant d'être convaincus et de vouloir s'équiper parce que
Ça va vraiment dépendre des personnes, mais il y en a qui vont vouloir en parler évidemment avec leur femme, avec leur médecin, avec leurs amis, avec un ami pompier, etc., etc. Donc ça dépend des personnes, mais on est quand même sur un cycle d'achat généralement qui est assez court par rapport à des grands comptes, tu vois. Et D'accord. les TPE, donc les petites entreprises, pareil, tu vas être sur un cycle de l'ordre de un mois, mais qui peut être parfois dans la journée, quoi. D'accord, ça peut aller assez vite. Et est-ce que tu connais la répartition entre l'achat et la location? Sachant que tu... Ouais, on était à peu près à 50-50 et en fait, là, on favorise un petit peu plus la location parce qu'on a vu que les gens étaient assez rassurés avec le côté vraiment off clé en main, on s'occupe de tout, etc. Et là, depuis 2-3 mois où on a mis un peu plus l'accent sur les avantages de la location, on est plutôt à 60-40. D'accord. Attends, je vais aller un peu sur la page du Clark. Donc, du coup, ouais, déjà, le louer, vous le mettez sur la gauche. Donc, évidemment, c'est ce qu'on voit en premier. Et là, je vois qu'il y a un engagement d'un an quand tu le loues. C'est que tu le loues pas juste sur un mois. Sinon, c'est un peu compliqué Ouais, pour vous si quelqu'un le. Ok, donc je vois que c'est plus intéressant et ça convertit beaucoup mieux. Ok. Bah, écoute, moi, je pense que tu as répondu à toutes mes questions sur le parcours d'achat. Les points de contact que j'avais aussi en tête. Donc, les points de contact, c'est principalement, voilà, on va sur le site, éventuellement, on pose des questions. Euh, ça va pas. Il y a aussi peut-être les emails, parce que quelqu'un a tendance à léser son email pour recevoir des emails ensuite. Je sais pas si vous faites quelque chose ouais. là-dessus. Ouais, ouais. Alors, nous, on a beaucoup de points de contact et on en a fait un peu aussi une force entre guillemets, c'est que en fait, nous, il y a l'avant, donc avant que tu commandes, et l'après où notre but, c'est de montrer qu'on est archi disponible, qu'on veille sur ton défibrateur, qu'on est présent s'il y a un problème. Et on est extrêmement réactif dans le SAV. Tu vois, on a je crois 4,9 sur 5 en note de satisfaction client. Donc ça, on a voulu le montrer aussi en amont dès le départ. Et en fait, les gens qui se posent des questions, ils ont plein de points de contact faciles pour nous contacter. Parce qu'en fait, ça se passe de la même manière une fois qu'ils sont clients. On n'est pas dans un truc où on t'envoie que vers une FAQ. Tu peux nous appeler et on répond extrêmement rapidement. Tu peux nous envoyer des mails, etc. Et donc, en tant que en amont, en termes de point de contact, tu peux avoir, on a donc un numéro de téléphone où tu peux nous appeler assez facilement. On a le chat sur le site où pareil, on va dire aux horaires de travail, on te répond dans la minute. Tu peux nous remplir un formulaire de contact et ça, on essaye pareil de te répondre dans l'heure, voire parfois déblouir un peu le client en le rappelant dans la minute ou dans les 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a effectivement, tu peux laisser ton mail et là, tu as une boucle de mail qui présente qui on est, notre mission, ce qu'est l'arrêt cardiaque, comment utiliser un défibrillateur, les avantages de notre offre, etc. Donc Donc, en fait, voilà. vous avez beaucoup misé sur le service client parce que dans un cas comme le vôtre, donc dans le secteur de la santé, je pense que c'est hyper important en fait de montrer qu'il y a des gens derrière, quoi. Ouais, alors après, oui, tu as raison. C'est aussi parce que quoi, ça fait un peu partie de la qualité du produit pour nous et du service, d'être là pour répondre à n'importe quelle question, pour que tu saches et que tu oses intervenir, et d'être sûr que ton défiateur il fonctionne à tout moment. Et tu vois, quand on détecte un défiateur classique, il a une batterie faible, il te le dit, mais le fabricant ou le distributeur qui te l'a vendu, il va pas te contacter, tu vois. Voilà. Nous, on le détecte et en fait, on va te contacter. Donc, le défiateur t'a prévenu, on va t'envoyer aussi un mail. Si tu réponds pas à un moment, on va t'appeler et on va s'acharner pendant un petit moment pour être sûr que tu sais qu'il Ouais. y a un problème et qu'on est en train de le corriger. Ah non, mais c'est vraiment pour ça que je te pose la question, parce que moi, pour moi, dans le cas de la vente d'un produit comme le tien, pour moi, ça me paraît essentiel. C'est pas comme si j'achetais une bougie en ligne. Là, enfin, je donne l'exemple pour les bougies parce que j'ai déjà acheté des bougies sur le site d'une marque qui vend des bougies et c'était galère pour les contacter. C'était galère pour les Ouais. avoir. Alors que c'était juste pour Ouais. avoir. Bah, nous, Euh, nous, c'est extrêmement simple. Vraiment, il y a personne qui nous a dit j'arrive pas à vous contacter. voilà. Il y a même des gens qui nous contactent via tu sais, Meta en laissant juste un commentaire ou en Mm. nous écrivant via Messenger, quoi. C'est pas un canal que nous on a prévu, mais par contre on y répond hyper vite. Mais je pense dans votre cas, justement, sur Messenger, il peut y avoir plein d'opportunités vu que vous faites beaucoup de pubs sur Meta. Mais voilà, je présume qu'il y a plein de sujets à régler. Et tu as combien de personnes sur le SAV? Alors donc c'est un même service qui fait ce qu'on appelle le customer success, donc la satisfaction client et le SAV. Donc c'est pas que du SAV Oui. technique et elles sont 4.
Ah oui, c'est quand même beaucoup, hein. Franchement, c'est quand même pas mal. C'est qu'il y a Après, on vraiment a, beaucoup. ouais, je l'ai pas dit, mais on a 15 000 clients, donc Ouais, tu commences à avoir quand même du client. On répond à vraiment toutes les questions, et c'est aussi pour ça, je pense qu'on a ouais, mais une c'est ça. satisfaction client exceptionnelle. Et j'ai envie de te dire, enfin, tu as 15 000 clients, peut-être que dans les 15 000, tu en as peut-être 7 000 qui l'ont acheté une seule fois, mais ils peuvent quand même avoir des questions. Donc, c'est pas comme si vous Ouais, n'allez plus jamais l'avoir. Donc, totalement. ok, j'entends. Voilà. En tout cas, ça va répondre à mes questions, parce que j'étais intéressé de savoir vraiment, dans une entreprise comme la tienne, comment ça fonctionne à ce niveau-là, au niveau des points de contact du SAV. Parce que, encore une fois, vendre un défibrillateur, pour moi, c'est pas la même chose que vendre une paire de chaussures. Même si, Bien sûr. voilà, il y a besoin du SAV dans ce cas-là aussi. Si on prend Meta, parce que moi, c'était le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous écoutent. Donc, vous êtes lancé il y a donc 2021, 2022, donc 3 ans et demi. Comment Ouais. vous avez démarré cette plateforme? Avec quel budget? Qui les a mises en place? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a marché au début pour vous? Ouais, bah, tu as parlé d'Arthur au début. Arthur, il est dans la boîte, il était dans la boîte depuis, quasiment le tout début. Il est resté 7 ans, il est parti il y a 2-3 mois. Il est passé à toutes les phases de la boîte, hein, sur des postes de sales, de business development, de growth, et quand on a lancé le e-commerce, c'est lui qui s'est occupé aussi de mettre en place le site et tout ça. Au tout début, quand on s'est lancé sur Meta, on est passé par une autre agence, mais juste sur une mission ponctuelle de lancement. Je sais même pas si elle existe encore, l'agence. C'était Germinal, qui a ensuite grandi vite et n'a pas eu les mêmes résultats, on va dire. Mais qui nous avait accompagnés. En fait, ils croyaient pas du tout au fait qu'on pouvait vendre des défaiteurs aux particuliers. Donc, ils nous avaient dit, au lieu de ce que je pense la plupart des agences font, c'est-à-dire te demander un engagement, eux disaient, bon, on va faire que 2 semaines parce que on vous aide à mettre en place, mais on croit pas que ça va marcher. Ok, Donc on a fait une mission de 2 semaines, où ils nous ont aidés juste à structurer le compte de base. Ensuite, on s'en a occupé nous-mêmes, mais tu vois, on faisait peu de créa et tout ça, hein. Et on a fait donc je pense, 4-5 premiers mois de notre côté. On est monté petit à petit, on a juste prouvé qu'il y avait un marché, entre guillemets. Et ensuite, on a fait appel à toi, donc et à ton agence, où on a bossé ensemble pendant 1 an. Ensemble, bah, ça nous a permis de scaler, d'aller beaucoup plus loin. Et au bout d'un moment, on s'est juste dit qu'on allait intégrer, faire ça en interne, en créant vraiment une équipe. Et donc, Arthur a créé son équipe, qu'aujourd'hui je gère depuis son départ. Et en fait, on a intégré la gestion de Meta, LinkedIn, Google Ads et tout ça. On a aussi intégré la créa. ouais. Et donc voilà, on fait beaucoup de créa, et ensuite on suit toutes les campagnes et on essaie d'augmenter, pas que d'augmenter les budgets, mais d'augmenter les performances. Et si les performances sont bonnes, et ben d'augmenter le budget proportionnellement, quoi. Ok, très clair. Bah, je propose peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, du coup, tu as une équipe en interne actuellement. Donc, je suppose que tu as une media buyer ou un ou une media buyer, un stratège créatif, donc on va dire quelqu'un qui fait la créa et qui les produit les contenus. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui pilote ou simplement tu as Ouais. deux personnes plus toi? En acquisition, en fait, j'ai 3 personnes. J'ai Juliette qui fait ce que tu appelles, je pense, le média buyer. Je suis pas Ouais, au fait media buyer, oui. des tous les Je t'en parlais. titres comme ça. Mais du coup, elle gère toutes les plateformes et tout ça. Elle gère aussi quand même le suivi des performances et donc les demandes de besoins de créa. Ok. Les briefs et tout ça, parce qu'elle a vu que tel créa marchait bien, tel type de truc marchait bien. Ensuite, on a Laurine qui fait la créa. On a Alex, qui est Alexandra, donc une fille aussi, qui fait tout ce qui est la gestion des mails, des boucles de mails, de nurturing et tout ça. Donc tout ce qu'on a capté comme mails qui sont pas encore, on va dire, matures, les accompagner pour que soit ils demandent à être en contact avec notre équipe commerciale, soit ils commandent sur le site. Donc ça, c'est 3 personnes en acquisition. Et en fait, on a l'équipe marketing qui fait que de entre guillemets de la communication, qui crée aussi du contenu, pas du tout que pour le côté ads, mais du coup qu'on utilise. Je te donne un exemple. On va interviewer côté com nos clients. Ils font des case studies, ils font des interviews clients et tout ça, qui sont utilisés sur les réseaux sociaux, qui peuvent être utilisés par les commerciaux. Et en fait, Laurine, côté créa, elle va prendre ça et elle va en faire des ads
Donc ça lui apporte du contenu frais. C'est pas elle qui va aller faire. Elle participe à certains tournages, mais c'est pas elle qui va aller interviewer tous nos clients et tout ça. Mais ensuite, elle peut utiliser ce contenu. C'est parfaitement ce qu'il faut faire. C'est que faut faire le contenu de votre côté, mais aussi aller chercher le contenu qui existe déjà et qui a déjà été créé par votre équipe de communication, mais le réadapter pour les ads. Si on prend maintenant vos campagnes, comment vous avez structuré les campagnes? Et je sais pas, est-ce que ça a beaucoup changé par rapport au moment où on travaillait ensemble? Donc, je veux bien que tu nous expliques peut-être comment ça a évolué et à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ouais, alors il y a eu différents tests. Moi, j'ai repris, comme je te le disais, depuis 2 mois et quelques. Donc, j'ai changé certaines choses. Je pourrais pas te dire si aujourd'hui c'est mieux ou pas, mais à voir. Quand on était ensemble, de mémoire, on faisait vraiment une grosse campagne acquisition avec une ou Ouais. deux audiences, audience broad, donc large, et une audience, je crois, lookalike, Mhm. et une campagne remarketing. C'est ça. Donc assez simple comme structure, avec dans la campagne remarketing quelques audiences du style visiteur du site, interaction avec les publis et vue de vidéo. Mhm. Ça, on l'a poussé assez loin. À un moment, Arthur a commencé à mettre aussi une campagne notoriété, donc de couverture. Et là, moi, quand j'ai repris l'équipe, il y avait quand même un budget assez important sur la couverture, la notoriété. C'est Quel quelque chose. pourcentage? C'était quel Comment? pourcentage de budget sur c'était quel pourcentage de votre budget total? Honnêtement, c'était, je pense, 30%. Ah oui, oui, c'est quand même Donc beaucoup, ouais. c'était vraiment beaucoup. Ce qui peut contribuer aussi à peut-être beaucoup plus de volume de recherche, d'éducation, etc. Mais du coup, moi, en récupérant le compte, j'ai d'abord arrêté complètement la notoriété pour maintenant en mettre un tout petit peu, mais beaucoup plus ciblé. Pas juste en broad ou un truc comme ça. Vraiment de la notoriété qui est ciblée sur nos personas pour juste se faire connaître de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est, Et je comprends, ouais. 2-3% du budget, quoi. Oui, un truc que je voulais dire, c'est que donc du coup, enfin, la structure a un peu évolué. Est-ce que vous avez des campagnes par persona ou est-ce que vous avez une campagne d'acquisition où vous avez des audiences, voilà, des audiences par persona ou juste des audiences larges finalement? Je te disais quand on en parlait un petit peu là avant le podcast, en fait, une des particularités de notre business, entre guillemets, c'est que nos clients, c'est des particuliers, des petites ou moyennes entreprises et parfois des plus grands groupes. Mmh. Et la particularité sur Meta jusque-là, c'est qu'on fait du large et que les gens arrivent sur notre site et en fait, en fonction, bah, c'est eux qui vont commander. Et en fait, on a beaucoup travaillé là ces derniers mois et on va sortir un nouveau site qui va vraiment beaucoup plus flécher les gens selon qui ils sont. Si c'est des particuliers, des petites entreprises ou des plus grandes. Et en Ouais. fait, en fonction de ça, on va commencer, mais on ne le fait pas encore, à essayer d'avoir des campagnes spécifiques en fonction des personas. Aujourd'hui, Oui. la structure de notre compte, elle est vraiment juste en fonction de ton comportement et pas en fonction de qui tu es. Alors que demain, puisqu'on va avoir un site qui va te flécher différemment dans des parcours, au minimum déjà en remarketing, on va pouvoir te remarketer différemment si tu es un particulier ou une entreprise. Et dans le monde idéal, on ferait même de l'acquisition avec des créas différentes pour les particuliers et pour les entreprises. Franchement, pour moi, c'est une des décisions les plus importantes que tu vas prendre sur ton compte, c'est comment tu vas le structurer en fonction des différents personas et des différents parcours d'achat. Parce que là, on parle quand même de personas assez différents entre particuliers, TPE, PME. C'est des budgets différents, c'est des cycles d'achat, à mon avis, un peu différents. C'est peut-être aussi, je ne me rappelle plus exactement si les arguments changent beaucoup quand vous Ouais. allez vendre le défibrillateur à un particulier ou une entreprise. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu as certains arguments qui vont changer parce que il y a certaines entreprises, pas toutes, mais certaines qui sont concernées par une loi qui rend les déflecteurs obligatoires en France. Surtout, par contre, les entreprises vont être beaucoup plus concernées par le fait de former leurs employés aux gestes qui sauvent. Donc, c'est des choses pour les particuliers. Les particuliers, tu vas beaucoup plus être sur la simplicité du produit et le fait évidemment qu'on ait de la formation, mais c'est individuel, tu vois. L'entreprise, elle va aussi travailler avec nous parce qu'on est les seuls qui vont lui permettre non seulement d'avoir un déflecteur, de s'assurer qu'il fonctionne, mais de former les 20, 30, 50, 100 employés de manière durable, avec un suivi, etc. Et ça, tu vois, c'est des arguments qu'on met beaucoup moins en avant aujourd'hui sur Meta, parce qu'on n'arrive pas à cibler Ouais. pour l'instant les types d'audience, mais on arrivera à le faire bientôt. Mais comme non, mais comme tu sais, enfin Meta, une fois que tu lui dis, voilà, tu lui donnes deux campagnes différentes, même si tu cibles large dans les deux campagnes, bien sûr, il y aura toujours des chevauchements. Il y a une campagne où il sait que tu vas vouloir chercher des personnes en particulier parce que c'est ce que tu racontes dans tes pubs et c'est les gens qui se reconnaissent avec la publicité qui vont cliquer
et qui vont aider Meta à en trouver d'autres, on va dire. Et ce sera Ouais, pareil pour l'autre campagne qui va elle-même se faire son propre apprentissage. Donc moi, je pense que tu as tout intérêt en fait à avoir deux campagnes distinctes, une particulière dans laquelle tu peux, dans cette campagne même, bosser tes différents personnages, et une deuxième campagne entreprise, où là, dans ce cas-là, pareil, tu peux aussi tester différents types d'audience, lookalike, broad, etc. Et après, bah, tu n'as que tes créas dédiés entreprises et les autres. Enfin, moi, je pense, à mon avis, c'est une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour éviter de trop mélanger. Et puis, de toute façon, encore une fois, comme les créas, tu peux pas en diffuser trois en même temps. Tu vas pouvoir en diffuser entre 4 et 6. Tu vas vite être limité si tu veux commencer exactement. à tester différents axes de publicité. Exactement. Et autant il y a certaines ads qui sont, on va dire, qui sont les mêmes et assez aussi bonnes pour n'importe quel personnage, tu vois, quand on présente le produit, les avantages du produit, l'arrêt cardiaque et tout ça. Par contre, je te le disais, on crée de plus en plus de contenu qui est basé sur nos clients, des témoignages clients, des vidéos, des case studies et tout ça. Et là, évidemment, tu vas pas du tout avoir la même réaction si tu es un particulier, que tu vois un dentiste qui t'explique pourquoi il s'est équipé, ou une salle de sport pourquoi c'est équipé, et vice-versa. Quand tu es une Oui, entreprise et que tu as un particulier de 50 ans qui t'explique pourquoi il s'est équipé, ça va pas forcément te convaincre. ça, je suis d'accord. C'est clair. Et puis, c'est vrai que quand on discutait à l'époque, il y avait beaucoup ce débat de vraiment bien toucher tout le tunnel avec des campagnes pour les personnes unaware, donc on va dire des campagnes notoriété, vidéo views, articles. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites encore ou vous avez arrêté de le faire? On le fait pas là parce que en fait moi en récupérant, ça veut pas du tout dire qu'on le fera pas après, mais en fait en récupérant le compte, je suis très drivé par un peu ce qui est mesurable et on n'avait pas trop à mesurer l'impact. Oui, Donc oui, je préfère repartir d'un petit peu plus bas là-dessus et de tester petit à petit les choses et de pouvoir vraiment traquer à chaque fois qu'on fait une initiative comme ça. Est-ce que ça nous rapporte des leads? Est-ce que ça nous rapporte des visiteurs? Est-ce que ça nous rapporte des recherches sur Google, etc. Parce que tu le sais, parce qu'on a bossé ensemble, mais on va avoir une particularité par rapport à quelqu'un qui vend, je sais pas, du shampoing ou des chaussures, comme tu le dis. C'est que le parcours, il va pas se passer en 2 secondes sur ouais. Meta. Mm. Beaucoup, ils nous découvrent sur Meta, ensuite ils nous recherchent sur Google. Parfois, ils utilisent même d'autres mails, d'autres appareils, etc. Donc, Meta arrive pas forcément à traquer tout le monde, quoi. Bien sûr, non, c'est sûr. Je sais que vous, enfin, la grande majorité des ventes, je pense, la découverte initiale se fait sur Meta, mais après, ça se fait via un autre canal. Et pour autant, Meta, Exactement. il prend très peu de crédit. Je pense les CPA, bon, je pense pas que tu peux les dire ici, mais ils étaient assez élevés. Et Ouais. tu pourrais te dire, oh non, ça marche pas. Mais en réalité, je En pense fait, que vous, ouais, les CPA, on n'y fait pas attention de notre côté. Je sais que c'est une aberration pour beaucoup de comptes, hein, mais, mais pour nous, moi, je regarde beaucoup plus déjà les coûts par ajout au panier. Et encore, ah, ils sont ok, pas représentatifs d'absolument tout. Mais les coûts par ajout au panier, en fait, les entreprises, elles vont jusqu'à l'ajout au panier pour se rendre compte que, en fait, elles veulent un devis, etc. Donc le coût, il est plutôt cohérent. Par contre, le CPA, donc le coût par achat, il n'est pas du tout cohérent de notre côté, parce qu'en fait, nous, on sait qu'on a au moins un client sur deux qui finit en dehors du site. Tu vois, qui demande un devis, qui parle avec des commerciaux, etc. Donc, toute façon, ceux-là, ils sont pas comptés dans par tous Meta. les cas, par Meta ou même Google Analytics. Et Exactement. qu'est-ce que j'allais dire? C'était là-dessus. Donc là, tu regardes finalement enfin, des indicateurs de suivi, ça va être le coût par ajout au panier. Est-ce que le CPC, donc le coût du trafic, tu regardes aussi? Ouais, 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 on regarde, mais je pense que tu as beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Mais parfois, c'est un peu déroutant parce que tu peux avoir un CPC ou un CPM, bon, les deux sont un peu liés, mais Ouais, ouais. beaucoup plus bas, donc tu te dis trop cool, je fais du bon boulot. Et en fait, juste ça convertit beaucoup moins bien parce que c'est des gens moins qualifiés et tout ça. Donc je suis un peu revenu de ce côté. Le but c'est d'avoir un CPC le plus bas parce qu'en fait parfois on a fait de nos meilleurs mois avec des CPC plus hauts, mais en fait parce que ça ciblait les bonnes personnes, tu vois. D'accord. Donc tu auras plus à tendance à regarder plus bas dans le tunnel avec le coût par ajout au panier juste avant le coût par achat. En gros, si je dois résumer. Exactement. Et là, ce que j'essaye de mettre en place, on le faisait pas jusque-là, mais avec le nouveau site, on va beaucoup plus traquer aussi les formulaires de contact, les leads et tout ça, et donc d'essayer de compter aussi ça. Parce que c'est ce qu'on fait sur LinkedIn ou sur d'autres canaux, on compte par le coût par lead, et ça, j'aimerais bien le faire aussi sur Meta. Ok, ok, très clair. Si on prend maintenant la partie ads, comment est-ce que vous différenciez vos ads entre acquisition et retargeting, sachant qu'encore une fois, on est sur un produit qui demande un grand niveau d'éducation avant l'achat. Je suppose que l'acquisition, ça va être très centré sur le problème, donc les arrêts cardiaques, comment ça se produit. Il existe des solutions, donc le défibrillateur, et retargeting sera beaucoup plus sur des arguments techniques, puisque là, on va être sur une décision logique et pas émotionnelle.
Exactement. En fait, on fait l'acquisition, c'est on met en avant au maximum les arguments top of funnel, donc tofu, et middle of funnel, mofu. Donc pour les gens qui sont pas encore conscients ou qui sont que à l'étape de OK, ils ont compris qu'un défibrillateur ça peut être la solution, mais ils nous connaissent pas encore, etc. On va quand même aller dans certains arguments parfois qui sont que juste on a observé dans notre base client comme étant des arguments forts, même s'ils sont un peu plus bottom of funnel, on va peut-être les mettre là-dedans. Tu vois, le côté on est fabriqué en France, on va le Ouais. mettre en avant quoi qu'il arrive dès le départ, même si quand tu es en top of funnel, tu te poses peut-être pas la question. Parce que c'est une des raisons aussi qui fait que les gens nous choisissent. Le fait qu'on soit français, qu'on fabrique en France, qu'on fasse du local, de la qualité et tout ça. Et en remarketing, effectivement, on va reprendre des arguments middle of funnel, mais on va mettre beaucoup plus d'arguments aussi de bas de funnel qui vont être sur le prix, le meilleur rapport qualité-prix, les éléments techniques sur la maintenance, sur l'extrême simplicité, sur le fait qu'on est archi disponible et tout ça, quoi. Ok, d'accord. Et genre en acquisition, c'est à quoi ressemblent les formats qui fonctionnent le mieux pour vous? Est-ce que, enfin, tu vois, par exemple, typiquement, il y en a qui vont, des écurateurs qui vont dire, ouais, moi je fais des UGC, ça marche trop bien. Est-ce que ce genre de contenu-là, ça fonctionne pour vous? Est-ce que, ou Ouais. alors, c'est du founders interview, donc c'est-à-dire un contenu où on te voit parler. Expliquez-nous un peu les types de contenus qui fonctionnent bien en acquisition, je suis curieux de savoir. En fait, on teste beaucoup de choses. Je pense que l'essentiel et ce sur quoi moi je me suis concentré depuis quelques mois, c'est que notre discours il soit cohérent, quel que soit le format. Ce qui marche plutôt bien, c'est le discours dit par la presse, parce que ça donne euh, on va dire une légitimité. On a aussi mis en avant, on met en avant quelques case studies des clients, mais on le met plus en bas de funnel, donc en remarketing. Effectivement, on a commencé à faire des formats où moi je prends la parole, mais plus pour partager la vision, notre vision du problème et de la solution qu'on apporte. Euh, mais voilà, bon, mais on est assez tôt là-dedans, hein. On fait beaucoup de vidéos. Ok, Euh, ouais, c'est ce que je veux dire, ouais. Faites plus de ouais, vidéos que... et dans les fixes, on essaie de mettre en avant aussi les témoignages clients et tout ça, quoi. D'accord. Moi, j'ai le souvenir qu'il y avait des formats un peu type démo qui marchaient bien aussi, où vous montrez comment le défibrillateur fonctionne, ou alors vous simulez un arrêt cardiaque et vous montrez comment aider une personne qui a ceci là. C'était... Ouais, alors le côté de démo, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, parce qu'en fait, il marche bien, mais il suscite aussi beaucoup d'interactions, ce qui est intéressant, mais aussi beaucoup de gens qui sont très haut dans le funnel et qui juste s'intéressent au secourisme, on va dire, ou aux gestes qui sauvent, mais qui sont pas du tout à l'étape du défibrillateur, mais pourquoi pas. Et là, on va d'ailleurs, on vient d'en tourner des trucs où moi j'explique justement comment utiliser un défibrillateur, comment réagir face à un arrêt cardiaque pour un peu expliquer le contexte, de dire, tu vois, je te le fais en deux mots, mais de dire les arrêts cardiaques, ça nous concerne tous, à tout âge, ça peut arriver, mais on peut sauver une vie en agissant dans les premières minutes avec trois gestes simples qui sont alertés, massés, défibrillés, et on Ok. explique du coup l'usage du défibrillateur et sa place dans cette chaîne des trois actions. Et du coup, pourquoi nous, on a créé Clark, notre défibrillateur. Ok, ça c'est clair que et ces formats-là, tu constates que ça fait mieux que les autres ou que c'est parce que c'est plus ou moins le même en termes de perf? Je l'ai pas encore, ça on les a pas encore lancés, donc je pourrais pas te dire. Ok, J'y crois pas mal, mais on l'a pas encore observé. ok. Et retargeting, vous êtes toujours autant dans la vidéo ou est-ce que vous faites aussi beaucoup de statiques qui montrent Non, le non, produit? on fait aussi beaucoup de statique. On fait plus de, quand on fait comme de la vidéo aussi, mais on fait plus de fixe en remarketing qu'en acquisition. Ok, ok, compris. Et autre question que j'ai oublié de te poser, est-ce que vous avez la campagne Advantage Plus? Ouais, ouais, totalement. Quand je parle d'acquisition, c'est on a deux campagnes, on a une campagne acquisition et une campagne Advantage Plus. Ok, cool, cool. Ok, très complet. Et toi, depuis que tu as repris les ads, est-ce qu'il y a des choses que tu as changé par rapport à la façon dont elles étaient gérées avant? Donc, tu m'avais parlé du fait d'avoir un discours qui soit bien aligné par rapport à ce que vous faites déjà en communication sur vos réseaux. Ouais, alors déjà j'ai repris, donc je teste aussi les choses à ma manière, mais ça veut pas forcément dire que c'est mieux qu'avant, parce qu'il y avait quand même un super taf qui était fait avant et énormément de choses qui ont été testées. Juste moi, depuis que j'ai repris, bah, je t'ai dit, j'ai en structure déjà, j'ai laissé de côté la couverture. En tout cas, j'ai largement réduit.
donc la notoriété. On l'a réduit, mais par contre, j'ai en tête le fait de la relancer, mais on n'a pas encore trouvé les messages qu'on veut faire passer là-dedans. Et ensuite, j'ai surtout essayé d'aligner les messages qu'on dit dans les ads avec ce qu'on dit vraiment aussi sur notre site, sur nos réseaux sociaux, etc. Alors qu'avant, c'était assez décorrélé. Donc c'était pas mal, mais c'était beaucoup plus orienté commercial et tout ça, ce qui peut avoir des vertus. Là, j'essaye tout en gardant évidemment la logique de on veut convertir, d'apporter aussi notre vision, notre solution, etc. Mais que ça soit beaucoup plus dans la continuité entre les ads et le site, quoi. Ok. Ok. Comment vous testez vos créas? Est-ce que vous avez aussi une campagne séparée pour ça ou est-ce que vous le faites Ouais, directement en campagne financière? alors ça, on a suivi tes conseils aussi. Et même si j'ai écouté certains de tes podcasts et ça dépend des comptes et tu recommandes pas forcément la même chose pour tout le monde. Ouais, Mais en acquisition, on fait une campagne test en acquisition où on met un d'accord. batch et on observe les performances. Ça, pareil, honnêtement, on a eu quoi, je le découvre aussi un petit peu au fur et à mesure que je prends le rôle, mais on a eu divers résultats qui dépendent aussi beaucoup de l'audience dans cette campagne. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est que on lance pas une campagne de test qui part de zéro. En fait, on utilise d'autres campagnes qu'on n'utilise pas au même moment du mois. Parce que je te l'ai pas dit, mais en fait, on a des périodes creuses et des périodes beaucoup plus fortes dans le mois. Et en fait, notre structure de campagne, elle évolue notamment en remarketing selon la période. Et en fait, on utilise les campagnes qui sont off pendant une des phases pour tester les créas. Comme ça, elles sont vraiment sur de l'audience aussi chaude et on observe quand même des résultats. Et en plus, l'intérêt, c'est que bah, ça apporte des ajouts au panier ou parfois des ventes. Alors que quand on était vraiment sur une campagne from scratch de test, bah, ça nous permettait d'observer des performances, mais que, tu vois, des CTR, etc. Mais ça vendait rien, quoi. Parce que c'était sur des audiences pas assez chaudes. Attends, j'ai pas bien compris. Donc, du coup, durant la période plus chaude, testiez des créas sur des audiences chaudes? J'ai pas bien. En J'ai pas fait, bien. notre structure de créa, on a notre structure, excuse-moi, de campagne. On a une campagne acquisition, une campagne Advantage Plus, Ouais, ça qui reste pendant tout le mois, et juste on ouais, ajoute des créas selon la période. Et ouais. on a une campagne remarketing pendant la période creuse, et une campagne remarketing pendant la période beaucoup plus forte. Et c'est deux campagnes différentes. Ah, ok, d'accord. Et en fait, du coup, on utilise l'une quand elle est down pour juste faire des tests de créa avec beaucoup moins de budget et tout ça. Mais parce qu'au moins, on est sur des audiences qui sont quand même assez chaudes et tout ça. Ok. Et toi, enfin, vous n'aimez pas du coup faire les tests créa sur des audiences froides tout au long cours, on va dire, donc toute l'année, parce qu'il n'y a pas assez de remontée de data, il y a juste des CTR qui remontent, enfin, vous pouvez Exactement. ajouter des CTR et... Exactement. Et en fait, ça veut pas forcément dire que c'est le bon truc ou pas, mais quand on a fait des campagnes vraiment totalement froides, en fait, t'observes des choses, mais t'observes beaucoup de choses relatives l'une à l'autre, et tu peux pas le comparer avec tes créas qui sont dans tes campagnes classiques. Alors que quand on le fait sur des audiences chaudes, eh ben, on est sur une audience similaire, et en fait, on peut non seulement les comparer entre elles, mais aussi par rapport à celles qui tournent actuellement. Je comprends. Non, après, ce que je veux dire, c'est que le test créa, ça marche évidemment le mieux quand tu as un produit qui se vend assez vite et où tu peux observer très vite des résultats. Et là, c'est pas votre cas. Exactement. Donc nous, notre test créa nous permet surtout de voir parmi un batch lesquels sont les plus efficaces, mais ça veut pas dire que ta plus efficace, elle va être plus efficace que ce qui existait sur le Ouais, terrain. c'est ça. Et dernière question, peut-être sur la partie testing créa, est-ce que vous avez une façon de les tester? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, OK, ce mois-ci, on va tester tel axe ou tel format ou telle déclinaison ou telle itération, ou est-ce que vous allez juste produire des nouvelles ads que vous n'avez jamais vraiment produit avant et vous voulez juste voir si ça marche ou ça marche pas? Bah, tu vois, Comment vous quand on faites? produit une nouvelle ads, tu as soit un nouveau concept où là, c'est à peu près ce que tu dis, c'est vraiment des nouvelles ads totalement. Ok, Et il y en a aussi où c'est juste des variantes de ce qui a déjà marché, d'accord. ou des déclinaisons de ce qui a déjà marché. Donc une déclinaison, ça va être une petite variante, et une Ouais, variante, tu vas changer des axes marketing, tu vas changer un format, tu vas changer des choses comme ça, mais sur une même recette de base. sur la Et même après, recette de base. Ouais. effectivement les tout nouveaux concepts où, je sais pas, d'un seul coup, on va tourner dans l'usine,
ou des choses comme ça. Et là, vraiment, on part de plus de zéro, quoi. Ah non, mais je pense que c'est la meilleure méthode, hein. C'est tu as une partie de nouveau concept, et moi je dirais c'est même un adset distinct ou une campagne distincte, et la partie déclinaison de concepts existants ou, comme tu disais, des variantes de tests, enfin de créa qui ont déjà bien marché. Donc voilà. Ouais. Et tu parlais aussi du fait que vous avez des périodes creuses et moins creuses, ça c'est intéressant. Donc du coup, au niveau de la gestion de vos budgets, est-ce qu'il y a justement, je présume que les budgets sont pas les mêmes entre le premier du mois et le 25. Comment vous faites, comment vous gérez ça? Est-ce que vous gérez les budgets à la semaine, à la journée? Ça, je veux Alors, bien que tu expliques. pas à la journée, pas à la journée parce que ça fluctue trop et que t'as pas envie de couper sur une journée, et cetera. Je pense que ça nous donne pas assez de données. En fait, au début du mois, on définit le budget de la période creuse. Donc, on va diviser grosso modo selon le nombre de jours de la période creuse. Moi, j'aime bien qu'on commence un peu plus bas que la moyenne de ce qu'on visait. Et en fait, si ça prend bien, et ben, au bout de 3 4 jours, on va augmenter, etc. Pas tous les jours, mais potentiellement tous les 3 4 jours ou tous les 5 6 jours. Et ensuite, on a notre budget de période plus forte, quoi. Et là où d'un seul coup, ça augmente quand même très fortement. On passe un gros palier qui va pas D'accord. être juste les 20% classiques Et c'est d'augmentation. quoi? Donc tu es capable de peut-être pas doubler tes budgets, mais en tout cas faire un plus 50% quand tu rentres dans la période vraiment forte pour la marque. Ouais, exactement. Et ça, Exactement. Et ouais, après, on fait pas des ajustements parce que j'ai écouté certains podcasts où ils avaient certains comptes où même le week-end ils coupaient ou ils baissaient beaucoup plus et ensuite ils remontaient. En vrai, c'est des questions qu'on se pose parce que le week-end on a des bien moins bonnes performances, ouais. mais on s'est pas décidé à le faire parce qu'on n'a pas envie de perturber les algos et puis on se dit si ça se trouve ça te donne pas des ventes le week-end, mais ça contribue à Ouais. remplir tes bassins, etc. Non, mais nous, je te dis, c'est pas vraiment une bonne pratique de baisser les budgets de moitié le week-end. On le fait, je pense, qu'il y a peut-être un ou deux clients qui vraiment le font. Ouais, il y en a un qui le fait. Où là, je sais qu'ils les baissent vraiment de entre 30 et 50% sur le week-end et ils n'ont pas de souci à les remonter la semaine, ça marche bien. Après, c'est un autre type de produit, c'est un site d'achat qui est assez court, c'est pas cher, enfin, c'est pas un produit qui est cher. Non, dans votre cas, je pense pas que je ferais des baisses aussi drastiques. Par contre, que je trouve bien dans ce que tu as expliqué ici, c'est que bah, quand c'est les périodes fortes, je sais pas si la période forte chez vous, c'est toujours au même moment ou est-ce que c'est euh, Ouais, c'est les 10 derniers jours du mois. 10 derniers jours, et voilà, vous savez déjà que les 10 derniers jours, vous allez fortement augmenter vos budgets. Donc ça montre que les budgets, et c'est aussi que je voulais dire dans ce podcast avec toi, vu que vous avez un compte qui dépense quand même pas mal d'argent, on va pas le dire le montant, mais que les budgets sont pas linéaires en fait d'une semaine à l'autre. Il y a des semaines beaucoup plus petites, enfin beaucoup moins fortes en termes de budget dépensé, et des semaines où on met le maximum. Ouais, bien sûr. Et puis, il y a aussi des moments où les perfs, elles sont juste pas bonnes pour souvent des raisons externes, hein. Je sais Oui, pas, t'as la Saint-Valentin, t'as des choses comme ça. ouais, Et alors, nous, on n'a pas un produit qui se vend pendant la Saint-Valentin, donc t'as juste c'est de la bien. concurrence pendant la Saint-Valentin, par exemple. Et en fait, ce qu'on décide de faire, c'est juste de baisser les budgets pour laisser passer un peu la tempête et réaugmenter quand c'est meilleur. Non, mais c'est vraiment classique, et pourtant il y a des e-commerçants qui l'oublient en fait que faut pas se forcer en fait. Il y a un moment où ça marche pas, bah, il vaut mieux baisser les budgets et les réaugmenter quand les signaux sont bons au niveau business. Ouais. Ok, très clair pour moi. J'ai peut-être une dernière question pour toi sur la partie scaling, parce que c'est vrai que sur 3 ans, vous avez quand même bien augmenté vos budgets. Je ne te demande pas de nous dire les montants, mais comment vous êtes pris si on devait faire des choses de manière globale pour augmenter les budgets au fur et à mesure? Est-ce que c'est un simple scaling des campagnes en cours ou est-ce que c'est le fait de rajouter des campagnes, donc ce que moi j'appelle scaling horizontal? Comment vous avez fait au fur et à mesure à augmenter vos budgets? Alors, on n'a pas rajouté les campagnes, mais on arrive à une phase où, comme tu l'as dit, on pourrait rajouter des campagnes avec d'autres personas. Et ça, Ouais. j'aimerais bien qu'on arrive à passer ce cap, on va dire, de compréhension technique qui nous permet vraiment de... Je pense que quand tu arrives à faire ça, tu arrives à dompter un petit peu l'algorithme Facebook parce que dans des campagnes qui visent du large, par tes créas, tu as réussi à cibler des audiences qui sont différentes et qui correspondent à ton persona. Donc ça serait vraiment top si on arrivait à faire ça. Et c'est un des objectifs. Sinon, nous, en fait, la métrique qu'on a toujours suivi, c'est les ventes au global qu'on a dans la réalité, pas que sur Meta, parce qu'on sait que 80% de notre budget part sur Meta. Et donc, on observe nos ventes au global en e-commerce et par le canal des commerciaux. Et en fonction de ça, en fait, on est drivé par les résultats. Si les résultats marchent, et ben on augmente le budget.
sur nos campagnes. Et puis après, on suit les KPI plus classiques qui vont te permettre juste de voir que tu dégrades pas tes performances sur tes campagnes. Et après, moi, je suis très orienté comme data. Et en fait, on a mis en place au fur et à mesure ces derniers mois de la data qui est plus fine sur nos leads, nos types de leads. Euh, Tu vois, si par exemple juste ils s'inscrivent à la newsletter, ou si ils arrivent en étape de checkout, ou si ils nous contactent, etc. Et en fait, ça te permet aussi de voir parfois, alors que la data immédiate en termes de vente, elle a l'air faible, en fait, tu vois que tu es très bien, parce qu'on compare ça au mois précédent et au meilleur mois, et tu vois, si tu vois que tu es en avance en lead gen, alors que la vente, elle se fait pas totalement, en fait, tu sais que ta fin de mois, notre période qui Forte. va être plus forte, et ben, elle va cartonner, quoi. Et Ouais, donc, c'est ça. c'est vraiment par la data qu'on observe ça, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense pas que tu as beaucoup d'écureuils qui le font, encore une fois, parce qu'ils vendent pas un produit aussi cher. C'est de regarder toutes ces métriques, on va dire, avant l'achat. Et en fait, plus ces métriques sont, de ce que j'ai compris, sont bonnes par rapport aux standards que vous avez habituellement, plus tu es confiant dans le fait de garder tes budgets inchangés, voire de les augmenter encore. Exactement. Euh, on va Exactement. dire Et tu vois, ça nous est arrivé parfois d'avoir un mois qui débute vraiment pas très bien. Et en fait, j'observe que milieu en de lead funnel. gen, sur les autres metrics, on est en avance sur nos meilleurs mois. Et en fait, tu vois, quand on se pose avec Juliette et on dit, OK, est-ce que, bah, vu que ça vend pas assez, est-ce qu'on va baisser les budgets? Moi, je lui dis, non, non, vas-y, continue comme ça, je pense qu'on va le faire. Et il y a eu des moments où les 4 derniers jours, ils étaient exceptionnels. Et tu les avais pas vus venir dans Meta et dans tes stats de base de vente. Par contre, dans tes stats un peu plus fines de lead gen, et ben, c'est là que en fait, Ouais. à la fin, tout s'est bien compilé, quoi. Et ça, du coup, bah, évidemment, tu utilises d'autres outils pour regarder ça, parce que c'est plutôt des outils que tu vas regarder, je présume, un Data Studio ou un Google Exactement, Analytics, ouais. un truc que tu crées. Ouais, c'est des trucs qu'on a mis en place nous-mêmes, ouais. Vraiment intéressant. Et dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, mais pareil, plus pour côté éducatif pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en gros, toi, tu fonctionnes avec un COS, c'est que tu regardes ton chiffre d'affaires sur un mois et tu veux pas dépasser un certain pourcentage de dépenses sur tes canaux, si je comprends bien. Ouais, en gros, c'est à peu près ça, mais nous, on fonctionne au coût d'acquisition. Oui, oui, En donc, fait, on ok, regarde oui, le nombre de ventes, le budget, et on sait. Et pareil, en fait, on sait, et ça, c'est avec la data que tu arrives à la suivre, parce qu'en fait, le début de mois, bah, tu as ton coût d'acquisition qui a l'air énorme. Et en fait, on sait que c'est à la fin que ça se réduit. Donc, c'est aussi pour ça que tu as besoin des autres metrics. Parce que, tu vois, je pense sur les 15-20 premiers jours, tu as l'impression que ton coût un gain. d'acquisition va augmenter de 50%. Et en fait, il faut le comparer au même moment du mois avec tes autres mois. Et ensuite, il redescend. Et t'as Ah, ouais, parce des... que je présume que tu as, une courbe que tu peux regarder d'un mois à l'autre et tu vois comment la courbe elle était. Ok, je comprends. Ouais, exactement. Ouais, c'est quand même particulier à piloter, hein. C'est pour ça aussi que je voulais t'avoir, parce que c'est pas hyper simple, c'est pas la méthode, on va dire, conventionnelle de regarder toutes les semaines son CPA. Si le CPA Ouais. il est en dessous de l'objectif, bon, on augmente. S'il est au-dessus, on diminue. C'est pas Bah, vraiment ça. avec j'espère, on verra, mais je pense qu'avec le coup par ajout au panier, on arrive à revenir un petit peu sur un truc un peu plus traditionnel à suivre, parce que tu Ouais, es entre la commande et la lead gen, quoi. c'est vrai. Ça, c'est un truc que tu as introduit. Ok. Bah, écoute, super clair pour moi, Johan. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais nous raconter sur votre acquisition que j'ai pas forcément vu avec toi, ou des points intéressants à partager? Non, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. On a tout couvert? Ok. Bah, écoute, je te remercie. Franchement, c'était parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Bah, sur LinkedIn, on peut m'ajouter, m'écrire, je réponds très facilement. Tu as aussi mon adresse mail si on veut m'écrire, c'est Johan, Joha2n, @lifeease, donc lifeaz.fr. C'est assez simple de me joindre. Voilà. Parfait. Merci à toi. À très bientôt. Merci Daniel.